À toutes et à tous, bienvenue pour cette table ronde intitulée Tech et Data, maillon fort de la supply chain maritime de demain. Nous sommes en compagnie, en plateau, de Christelle Castet, Camille Bertin et Frédéric Bécard, et en visioconférence avec Pascal Maté. Alors, bonjour à tous. Frédéric, un petit mot pour commencer, bonjour. Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021, que je nous souhaite bien meilleure que l'année 2020 que l'on a tous connue. Oui, nous l'espérons tous. Alors Frédéric, vous êtes responsable technique pour la branche cargo Europe et Asie d'AXA XL. Alors je voulais qu'on fasse un petit point sur la situation actuelle parce que la crise sanitaire a perturbé l'ensemble des éléments de la chaîne logistique, à part les restrictions de circulation des personnes et des marchandises. Il y a un vrai constat à faire là-dessus. Vous l'avez observé de votre tour AXA XL. Oui, en effet, Jérôme. Alors, il y a eu effectivement des sites qui ont été mis à l'arrêt ou qui ont connu, disons, les chaînes de production des ralentissements conséquents. Ces ralentissements conséquents sont la résultante de la crise sanitaire que l'on a vécue et qui a donc amené à des ruptures de chaînes d'approvisionnement qui s'est révélée lors de cette crise. Alors, cette crise a également souligné l'importance de tout le secteur de la logistique. Tout le monde a découvert la logistique, les métiers de la logistique et de son importance. Ça a vraiment révélé de nombreux enjeux, quelque part. Oui, en effet, je pense que la crise sanitaire a révélé vraiment l'importance cruciale de la chaîne d'approvisionnement et elle a été un catalyseur de l'accélération que l'on doit mener sur cette chaîne d'approvisionnement. Quand il y a une pandémie soudaine, Jérôme, eh bien, la supply chain doit être résiliente et on se rend compte que les chaînes d'approvisionnement complexes ne sont pas propices à cela. Et donc, il y a des opportunités, des choses à développer, notamment au niveau des nouvelles technologies de la data, le thème de cette table ronde. Effectivement. Elle met effectivement en lumière l'importance d'investir dans des outils de nouvelles technologies pour améliorer la résilience de cette supply chain. C'est ce que nous allons voir ensemble tout au long de l'émission. Alors, avec nos invités. Par contre, je sais que vous avez été invité. Vous pouvez poser vos questions à nos invités via l'application Slido qui est sur la page d'accueil de cette table ronde, ou alors vous allez directement sur le petit icône bleu en bas de page à droite. Posez vos questions, je les recevrai sur cet ordinateur et en fin de séance, au cours d'une session de questions-réponses, j'essaierai de poser un maximum de questions à nos invités. Je vous précise également que cette séance est enregistrée et que le replay de ce webinaire vous sera envoyé. Voilà pour les quelques considérations pratiques. Alors rentrons dans le vif du sujet. Pascal, on va commencer avec vous, Pascal Maté. Vous êtes avec nous ? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Pascal. Alors aujourd'hui, que faut-il dire sur la supply chain? Alors je rappelle que vous êtes responsable de la branche marine d'AXA Risk Consulting, un expert de la supply chain. Comme Frédéric l'évoquait dans son introduction, la crise a révélé l'importance vitale de la chaîne d'approvisionnement. On parle également beaucoup de la complexité de ces chaînes. Quelles sont, pour ceux qui nous écoutent, les spécificités de la supply chain maritime ? Alors, tout d'abord, je commencerai par rappeler que près de 80% du volume de toutes les marchandises qui sont transportées au niveau mondial est acheminé par voie maritime. Donc, c'est une grande importance de ce moyen de transport. On parle notamment de plus de 800 millions de mouvements de conteneurs, pour ne parler que de ce type de chargement de marchandises. Il y a une enquête qui a été publiée en avril 2020 par Ocean Insight. Donc, c'est une entreprise qui s'occupe de collecte de données, de traçage d'informations au niveau du fret maritime, du trafic maritime en général. Et cette enquête a révélé qu'une grande partie, 59,2% pour être précis, des répondants ont indiqué que les opérations ont été considérablement affectées, que les fondamentaux de leur activité a été complètement ébranlés, pour reprendre les termes qui ont été utilisés. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que la partie maritime n'est que la partie visible de l'iceberg. Les marchandises doivent être transportées dans un port, elles doivent être déchargées à destination, et lorsqu'elles le sont, la chaîne logistique est dépendante des opérateurs terrestres qui prennent le relais.
toutes les industries, toutes les filières ont été frappées par les conséquences des difficultés rencontrées au long de la supply chain. Alors, concrètement, comment ça s'est passé sur le terrain? Et Camille, vous êtes responsable des assurances chez Sugden. Alors, je vais essayer de présenter rapidement Sugden. Vous me dites si j'ai bon. Sugden, acteur majeur du négoce international du sucre et du cacao. Alors, pour être très précis, négoce des matières premières dites soft, c'est ça, notamment sucre, produits dérivés, café, cacao, éthanol. J'ai bon? C'est tout bon. C'est tout C'est bon. tout. Et en termes de chiffre d'affaires, Sugden, c'est quoi? C'est un million de tonnes de marche? Non, c'est 11 millions de tonnes de marchandises transportées. D'accord. Voilà. Alors, justement, on a parlé d'une période de crise. Comment vous avez vécu la crise? Quel a été l'impact sur la filière et sur Sugden? Alors globalement, nous, on a été peu touchés. Nous sommes aujourd'hui toujours peu touchés puisque nous ne sommes pas sortis de la crise. Au contraire même, les volumes sur certains trades ont significativement augmenté. Je pense notamment au sucre avec les records de tonnage exporté depuis le Brésil. On a noté une légère baisse des affrètements qui nous a quand même peu impacté puisqu'on a toujours réussi à placer nos bateaux et toujours réussi à charger nos marchandises. Vous avez quand même dû avoir quelques difficultés quand même, parce que Pascal Maté nous disait, effectivement, tout le monde a été impacté à un moment donné. Où y a-t-il eu quelques difficultés? Alors effectivement, on a eu deux difficultés principales, notamment sur le cacao, où on a noté une baisse de la demande des industriels, puisque nous leur fournissons la matière brute. Et il y a eu quand même une baisse à ce niveau-là, et aussi au niveau de notre activité d'armateur, où finalement tous les changements d'équipage ont été beaucoup plus compliqués du fait des tests, la mise en quarantaine et de l'impossibilité de voyage entre certains pays, ce qui a vraiment rallongé les missions à bord et généré des coûts importants pour nous. Et d'un point de vue maintenant des sinistres, de la sinistralité, vous avez subi des dommages ou pas? Non, finalement. Aujourd'hui, au niveau assurance et pertes et dommages liés directement à la Covid-19, aucun sinistre. Voilà, donc chez Sugden, une situation, on va dire, contrôlée. Pour rebondir, Frédéric, à l'échelle des grands risques et au niveau de tous les acteurs du transport maritime, est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu des évolutions du profil des risques de sinistralité chez vos clients ou, comme chez Sugden, la situation a été maîtrisée et contrôlée? Oui. Alors je rejoindrai un petit peu ce que dit Camille, c'est-à-dire que paradoxalement, on a bien en effet constaté une baisse des volumes assurés qui sont liés à une baisse du chiffre d'affaires liée à cette crise sanitaire, mais cette baisse n'a pas eu d'impact significatif ni sur la fréquence, le volume, mais non plus sur les risques, le profil des risques que nous rencontrons. Donc bon, alors attention, bien entendu, Jérôme, ce constat, il se pose que du point de vue d'assureur marchandises transportées que je suis, et dont je rappelle, nous concentrons nos garanties sur l'aspect des pertes et dommages physiques matériels aux marchandises, en principe. Donc du coup, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le côté positif de cette situation, c'est qu'il n'y a pas eu une aggravation en tant que telle. Et donc on peut considérer que nos assurés, nos clients ont réussi, malgré cette crise, à faire face et à prendre toutes les mesures conservatoires qu'il fallait prendre. En revanche, malheureusement, d'un point de vue d'une conclusion plus globale, à ce jour, il n'y a pas eu d'impact bénéficiaire sur les résultats de notre industrie qui restent encore difficiles et qui sont notamment liés à la récurrence de sinistres d'intensité qui peuvent, par exemple, être l'expression de catastrophes naturelles. Pascal, vous êtes avec nous parce que là je vous vois plus sur l'écran de retour. Qu'est-ce qu'on sait actuellement là aujourd'hui sur l'impact de la pandémie sur les chaînes d'approvisionnement? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Il y a des évolutions après cette première vague ou pas? Alors oui, tout à fait. Au début de la première vague, donc printemps dernier, il s'est passé des choses assez intéressantes au niveau de l'offre et de la demande, au niveau des flux de marchandises. La demande de nombreux produits a dépassé l'offre. Ensuite, dans un deuxième temps, les entreprises, les industries ont tenté d'augmenter l'offre pour se voir finalement confrontées à une réduction de la demande. Donc vraiment un effet de yo-yo. En même temps, les fermetures temporaires des frontières, les contrôles sanitaires ont entraîné d'importants retards dans l'acheminement terrestre.
des blocages de camions aussi le long des routes, des problèmes au niveau des douanes. Si on ajoute à ça la congestion des ports, l'absence quasi totale des transports aériens, eh bien, on obtient tous les ingrédients pour une crise globale d'une ampleur majeure et inédite jusqu'à l'heure. En raison de tous ces problèmes et en réaction aussi à ces problèmes, les habitudes des consommateurs sont susceptibles de se modifier durablement. D'accord. On voit bien que les entreprises ont été prises un peu par surprise et je pense que là, il y aura des effets durables sur les chaînes d'approvisionnement. Donc, mais alors, il y a des vulnérabilités potentielles de la supply chain. Cette crise a mis en lumière des faiblesses et des choses sur lesquelles il faut travailler. Alors oui, clairement. D'une part, je pense que les entreprises, comme je viens de le dire, ont été prises par surprise. Donc, il y avait un peu une méconnaissance de la supply chain. Et surtout, on a pu réaliser quand même une terrible ou extrême interdépendance des pays dans le cas des chaînes d'approvisionnement. Surtout, une part importante de fournisseurs qui sont situés dans une même partie du globe, dont la défaillance va provoquer ou a provoqué des effets en cascade. À titre d'exemple, 40% des composants de l'industrie automobile et plus de 50% de ceux qui sont utilisés dans l'industrie électronique proviennent d'Extrême-Orient. Donc la chaîne logistique s'est complexifiée au fil des ans, les chemins se sont allongés et en même temps les délais auraient dû être raccourcis. Donc c'est toute la stratégie du flux tendu, des externalisations qui font tout à fait sens dans un environnement normal, qui se sont avérés finalement des pièges coûteux dans cette situation. À l'inverse, tous ces goulots d'étranglement au niveau des capacités de transport ont provoqué d'importants stockages temporaires. Oui, donc stockage, temps de stockage plus long, ça affecte de manière importante la supply chain des marchandises. Alors oui, évidemment, en plus de rendre les marchandises indisponibles à destination au moment voulu, il a fallu trouver des surfaces d'entreposage qui soient adéquates pour préserver la qualité et l'intégrité des différents produits. Des stockages existants qui étaient déjà en place ont dû être fortement augmentés, donc accroissement important des valeurs, accroissement des risques d'accumulation financière également. Et il s'est aussi s'agi de tenter de gérer finalement la durée de ces stockages imprévus en fonction de la nature périssable des produits et de leur durée de vie. Et finalement, ces entreposages coûteux ont créé autant d'opportunités aussi pour la criminalité organisée qui n'est pas restée dans l'ombre, mais qui a su profiter des failles dans la sécurité. Frédéric, là on voit quand même que la situation n'est pas rose. Et comment AXA XL a accompagné ses clients dans ces circonstances ? Alors avant de répondre concrètement à cette question, je voudrais déjà souligner que le point de vue, la question des accumulations est devenue un point crucial pour les assureurs transport dans la gestion des risques, mais aussi dans notre politique de souscription. C'est-à-dire qu'en fait, en effet, on est passé d'une assurance transport plutôt traditionnelle, qui était la couverture des biens en cours d'acheminement, à une vision plus globale de la logistique de nos clients, dans sa globalité donc, et qui a eu pour effet de faire porter sur ces assureurs transport une part plus importante du risque, notamment liée à ces risques d'entreposage et d'accumulation. D'accord. Et donc vous avez dû vous adapter et proposer de nouvelles offres, c'est ça Effectivement, nous devons et nous avons dû nous adapter. On s'adapte tous les jours. On revoit en fait, si vous voulez, notre politique de souscription, de gestion des risques, de réassurance par rapport aux besoins de nos clients, bien entendu, mais également par rapport à la pérennité de la ligne de business. Excusez-moi. Allez-y. Non, mais je vous écoute. Donc, c'est un nouveau contexte. Donc... Oui, ce que je dis, je voulais juste renforcer le fait qu'en fait, la pérennité, la solidité financière des assureurs est très importante. Alors, elle est importante, elle est critique pour les actionnaires, mais également pour les clients et pour les assurés, parce que c'est cette solidité financière qui permet aux assureurs d'accompagner durablement les besoins de nos assurés. Et donc, vous mettez en place de nouveaux outils Alors oui, comme le disait Pascal, on essaye de suivre nos accumulations. Alors encore une fois, on est des assureurs transport, donc tout ce qui est non statique est difficilement contrôlable. En revanche, on va se concentrer sur les accumulations durant les phases non statiques, c'est-à-dire les phases d'accumulation dans un port, mais aussi les phases d'entreposage. Et avec ces données que l'on va collecter grâce à nos courtiers, grâce à l'aide de nos clients, eh bien, sur un risque précis, on va pouvoir appréhender ce risque, voir son exposition aux catastrophes naturelles par exemple, et adapter soit notre tarification, mais aussi notre politique optimum de part sur ce risque. Et puis d'un point de vue plus global, ça va nous permettre de collecter toutes ces datas sur nos expositions
et d'adapter, si nécessaire, nos protections de réassurance. Alors voilà, dans le transport maritime, on parle de catastrophes naturelles. Là, je me retourne vers vous, Christelle, parce que vous êtes climatologue, ingénieur, météorologue, spécialiste des risques climatiques chez AXA Climate. D'ailleurs, en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous présenter AXA Climate? Oui, alors tout à fait. AXA Climate, nous sommes une entité qui vise à aider nos clients à devenir plus résilients face aux risques climatiques. Alors pour ça, on a plusieurs solutions. Nous protégeons nos clients grâce à des solutions d'assurance paramétrique et aussi d'alerte face à des catastrophes naturelles. Et on a aussi des solutions d'adaptation aux risques liés au changement climatique grâce à des offres de services et de formation. Donc, mais développer, quelles sont ces solutions que vous avez, que vous proposez? Est-ce qu'on peut vraiment maîtriser le risque catastrophe naturelle aujourd'hui, CatNat? Oui, alors comme le disait Frédéric, en parlant avec nos clients, on s'est rendu compte que dans les entrepôts, il pouvait y avoir pas mal de sinistres sur les marchandises et aussi des problèmes dans la chaîne logistique lors de catastrophes naturelles. Par exemple, on avait un client dans la région au sud de la Chine qui avait subi 3 années d'affilée les dommages liés à à 3 typhons, et on s'est rendu compte qu'il avait besoin de s'adapter et de mettre en place des solutions. Et par exemple, on a développé une solution qui s'appelle CIMO, d'alerte, donc face pour être plus résilient et alerter les clients en cas de catastrophe naturelle. Alors c'est en 2 mots, CIMO, c'est. Alors c'est deux solutions. Alors c'est d'abord, ça a pour mission d'avertir et d'alerter les clients quand il y a une catastrophe naturelle qui est sur le point de se produire. Donc on a une équipe 24/7 opérationnelle qui suit les événements climatiques, et aussi la mission c'est c'est-à-dire avec le satellite, vous suivez la météo. On suit la météo avec des prévisions météo. Et aussi le but est aussi de mettre en place en amont un plan de continuité d'activité pour permettre aux clients d'être résilients quand il y a une survenue de catastrophe naturelle. Donc là, on commence à mieux appréhender cet univers de la technologie, de la data, du satellite, des éléments. Pascal, en quoi l'intelligence artificielle, toutes ces nouvelles technologies, parce que là, on est dans l'assurance, on parle de satellite, c'est quand même assez impressionnant. Comment ça peut permettre aux entreprises d'avoir une approche plus sophistiquée sur leurs risques? C'est une piste à explorer complètement, à s'approprier ou pas? Alors là, je dirais qu'on peut donner une réponse à plusieurs niveaux. Je pense qu'initialement, pour chaque entreprise, comme je l'ai dit avant, il y avait des surprises. Donc, il s'agit de mieux identifier les flux de marchandises. Il faut en connaître les itinéraires, les délais, pouvoir localiser en tout moment les capitaux en mouvement. Un développement de ces techniques de traçage en temps réel va évidemment pas apporter la solution à une prochaine crise, mais elle permettra certainement d'en atténuer les effets. Par contre, sur un plan plus général, au niveau de la supply chain, l'élimination de la paperasserie, les interventions humaines dans la chaîne logistique qui seraient réduites par un renforcement de la numérisation des procédures va augmenter la résilience. Il convient normalement aussi de penser qu'il faut améliorer la reconnaissance et l'interopérabilité des documents. Ça, je pense, ces processus numérisés vont faciliter les échanges commerciaux de manière évidente. L'évolution aussi, elle va créer des nouveaux dangers, évidemment. Il y aura des dangers aux risques cybernétiques auxquels il faudra tout de même rester attentif. D'accord. Concrètement, sur le terrain, côté client, là, on commence à deviner l'importance des nouvelles technologies pour tout le secteur. Vous, sur le terrain, comment vous prévoyez d'utiliser toutes ces nouvelles technologies, Camille? Alors, prévoir, c'est bien compliqué. J'ai malheureusement pas de boule de cristal pour déterminer quelles vont être les solutions qui vont pouvoir nous faciliter la vie et nous permettre de mieux monitorer nos risques demain. Néanmoins, toutes ces nouvelles technologies ont un véritable objectif pour nous, qui est de gagner en efficacité et mieux monitorer nos risques. Vous avez un exemple concret à nous citer? Oui. Tout à fait. Alors aujourd'hui, chez Sugden, alors je suis pas vraiment spécialiste, donc je parle sous contrôle des équipes dédiées, mais on utilise par exemple un outil qui nous permet d'optimiser les trajectoires des navires en utilisant des données météo, vent, vagues, courants.
et qui nous permet du coup d'emprunter la trajectoire maritime la plus optimale, donc de limiter nos risques et de minimiser nos coûts, notamment au niveau des soutes. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, vous l'intégrez immédiatement, ça y est, vous l'utilisez pour vos navires. Il y a d'autres éléments à nous dire, ou c'est globalement l'exemple que vous avez envie de nous proposer. Frédéric, comment est-ce que vous avez également des outils pour accompagner vos clients autour de ces enjeux, ces changements, ces nouvelles technologies qui sont demandées par tous? Très rapidement, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, puisqu'il appartient plus à Pascal d'en parler, mais historiquement, chez AXA XL, on a des outils de notification, alors soit de notification, comme le soulignait Camille, des routes maritimes, via ce qu'on appelle SeaEval, mais aussi des outils de notification d'entreposage StoreEval et des outils aussi de notification du navire en tant que tel, ShipEval, qu'on met à disposition de nos courtiers, de nos clients et qui nous permet aussi d'appréhender le risque d'une certaine manière. Ouais, est-ce que ces nouvelles technologies, ça a changé votre manière d'appréhender, de gérer le transfert des risques ou pas? Alors concrètement oui, puisque pour ne parler que de cela, le suivi des accumulations par exemple via ces outils de nouvelles technologies, la digitalisation, l'intelligence artificielle, la collecte de données, ça a accéléré et ça devrait, et c'est censé, et ça améliore notre appréhension des risques. Alors bien entendu, l'utilisation aujourd'hui de ce qu'on peut appeler la big data pour les assureurs, c'est assez complexe aussi puisqu'il faut essayer d'en retirer l'essence même pour véritablement avoir un effet sur l'appréhension qu'on peut avoir de nos risques et de la souscription. De manière plus générale, Jérôme, si je puis juste insister, c'est que les innovations technologiques, elles sont de plus en plus prégnantes dans notre industrie et on le voit de plus en plus en adoptant, en tout cas chez nous, chez AXA XL, une manière beaucoup plus scientifique, tout en combinant bien entendu à l'expérience de l'industrie, basée sur l'expérience sinistralité, sur l'expérience des acteurs. On essaie d'avoir une approche plus scientifique aujourd'hui. Et en nous appuyant sur ces nouveaux outils technologiques, on essaye de changer le paradigme en fait de l'assurance transport. Alors certes, c'est un peu difficile, mais on essaye de passer sur ce qu'on traditionnellement on avait calculé en fait la possibilité, la potentialité de survenance d'un événement, à essayer de se transférer vers la quasi-prédictivité automatique de la survenance de ces derniers. Alors certes, c'est un chemin qui est long, qui n'est pas facile, et qui connaîtra certainement des écueils, mais cette influence technologique, elle va se ressentir à plus ou moins long terme. Voilà, la technologie au cœur des transformations du secteur, et puis un outil, et quand on parle de technologie, de données, d'intelligence humaine, par exemple, pour revenir sur les catastrophes naturelles, vous pouvez vraiment aider les entreprises et les accompagner. Effectivement, alors chez AXA Climate, on utilise beaucoup cette technologie, notamment la technologie des satellites avec l'observation de la Terre qui permet d'observer par exemple en quasi temps réel la survenue d'incendies ou d'inondations. Il y a aussi des progrès qui ont été faits en termes de prévision météorologique. Maintenant, on est capable de prévoir à quelques heures d'échéance la survenue d'orages et de grêles. Donc tout ça, ce sont des technologies que nous utilisons quotidiennement chez AXA Climate pour aider nos clients à la fois avec de l'assurance paramétrique et aussi de l'alerte. Voilà, mais vous nous avez cité un exemple d'une entreprise chinoise tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres exemples concrets à nous donner, racontez-nous, parce que là, quand on parle de technologie, data, de gestion, prédiction, aide, assurance. Alors oui, 2020 a été une année exceptionnelle, j'y pense, parce que c'est une année exceptionnelle aussi parce qu'il y a eu beaucoup d'ouragans dans l'Atlantique et nos équipes opérationnelles côté CIMO ont été très pris par cette activité cyclonique et du coup, qu'est-ce que c'est concrètement? Ils doivent suivre les prévisions météorologiques, les analyser et aussi prévenir les clients. Alors des fois, s'il faut les réveiller à 3 heures du matin pour leur dire qu'il y a un ouragan qui est sur le point de se produire, eh bien ils le font. Je pense aussi à
à l'utilisation des drones. Parce que, par exemple, lors de la catastrophe du port de Beyrouth, les équipes ont pu dépêcher des drones quelques heures après l'événement, après avoir bien sûr eu des autorisations préalables de survol. Et ça permet aussi à nos clients, ça leur a permis de pouvoir voir l'étendue des dommages, pas seulement sur leur site, mais aussi aux alentours, les routes de transport, par exemple, pour leurs salariés, etc. Bref, les innovations technologiques qui voient le jour, qui sont utilisées pour les clients. Alors, pour ceux qui nous suivent, je vous rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions. Nous y répondrons en fin d'émission. N'hésitez pas à poser des questions pour Pascal, Christelle, Camille et Frédéric. Toutes ces innovations technologiques, Frédéric, on voit et on entend que les acteurs de la filière se les approprient. Mais quelle influence ça peut avoir sur le métier et ces innovations sur le métier d'assureur? Alors, ces innovations technologiques, on les suit de très près, nous, au niveau du métier traditionnel d'assureur. On le fait, on l'essaye en partenariat, bien entendu, avec le risque consulting, mais aussi en partenariat avec AXA Climate, notamment sur la branche transport. On essaye de joindre, en fait, notre offre et nos connaissances communes sur ce type sur nos risques traditionnels avec l'aide des outils technologiques qui sont proposés. Alors moi, à titre d'illustration, la digitalisation, c'est un accélérateur qui doit être un accélérateur performant, encore une fois, de l'appréhension des risques et qui doit être au bénéfice de tous, courtiers, clients et assureurs. À titre d'illustration, on a par exemple Parcil, qui est une plateforme de gestion des données liées à la logistique avec lesquelles nous travaillons. Et on a pu avoir un cas concret. On a d'ailleurs testé cette solution avec notre client Sugden. Avec Sugden. Pascal, je sais que vous maîtrisez, vous connaissez très bien Parcil. Dans quel contexte ce partenariat s'est mis en place? Vous pouvez nous l'expliquer avant d'avoir les réactions de Camille? Oui, volontiers. Alors, en quelques mots, dans un premier temps, il s'agissait avant tout de compléter les mesures de gestion de risque traditionnelles que nous appliquons par de nouvelles technologies. Dans le cas d'SPS, avec Sugden, nous étions confrontés à des dommages de fréquence dont nous connaissions les causes, mais sans pour autant être en mesure d'en quantifier les effets par des données plus scientifiques que notre propre jugement fondé sur l'expérience du métier. Le fait, dans ce cas-là, de collecter des données au sujet des taux d'humidité à l'extérieur et à l'intérieur des conteneurs maritimes et de relever les fluctuations de température extérieure et intérieure également, nous a fourni de précieuses indications. Grâce à ça, il a été possible de corriger certaines pratiques, d'améliorer l'emballage, de vérifier l'impact de ces mesures au moyen de relevés de traçage par les capteurs embarqués pour finalement obtenir l'équilibre recherché. Et voilà. Alors, c'était une expérience pilote. Camille, Sugden a choisi de participer. Pourquoi vous avez choisi de participer à cette expérience? Effectivement, Sugden a fait office de pilote dans cette collaboration et comme bien expliqué par Pascal, l'objectif était pour nous de déterminer pourquoi, mieux comprendre pourquoi telle ou telle origine était plus sinistrée qu'une autre grâce à des mesures beaucoup plus fines et tout au long du voyage, beaucoup plus qu'une simple expertise au chargement et au déchargement. Tout ça dans l'objectif de mieux maîtriser nos risques, de limiter notre charge sinistre auprès de nos assureurs adorés, bien évidemment. Donc ça fait énormément d'informations. Ça fait énormément d'informations. On a collecté énormément de données, parfois trop. Parfois trop. Mais quelles sont les perspectives et d'axes d'amélioration de cette solution? Parce que ça peut être très intéressant, mais là, c'est le traitement de la data qui est en jeu. Exactement, Jean. En fait, je pense que le point positif de cette expérience, de ce pilote qu'on a eu la chance de pouvoir faire avec Sugden, c'est qu'on a pu se rendre compte que via cette solution, on a eu un foisonnement de données, une collecte de données très importante et très précise sur différents paramètres de la chaîne d'acheminement. La problématique étant, comme le soulignait Camille, c'est après le traitement de ces données. Et je pense que c'est un peu la phase et l'étape suivante, ça va être le traitement pertinent de ces données, traitement pertinent au bénéfice de tous, pour améliorer la compréhension des risques, pour améliorer les routes de la supply chain, mais également, in fine, pour améliorer la sinistralité et la prédictivité des sinistres et des événements. Camille, vous acquiescez, c'est ça les... Oui, je suis complètement en phase avec Frédéric là-dessus. Pour nous, l'enjeu, c'est véritablement le ciblage de l'information qui peut nous permettre de
de nous améliorer et d'améliorer vraiment nos risques. On s'est rendu compte, grâce à cette expérience, que finalement la technologie seule ne suffisait pas. Et c'est grâce à un plan de prévention qu'on peut qualifier de plus classique, avec l'aide de nos équipes Sugden sur le terrain, des experts, de nos courtiers et de nos assureurs, qu'on a pu vraiment aller plus loin donc là-dessus. La data, le traitement de la data, l'intelligence artificielle qui doit être utilisée, mais aussi de l'humain pour prendre des décisions. Au-delà de cette solution, au-delà de Parcil, cher Pascal, est-ce que vous travaillez sur d'autres solutions basées sur l'intelligence artificielle pour améliorer la prévention des risques liés au transport ou pas? Alors oui, tout à fait. On a développé toute une série de technologies. Comme Frédéric l'a dit, nous avons déjà des suites Eval qui nous permettent en fait de gérer correctement certaines informations. Mais nous travaillons aussi avec d'autres partenaires au niveau de capteurs, au niveau de traçage, de manière à pouvoir offrir en fait toute une palette de technologies qui permettent de suivre les marchandises pendant leur acheminement. Vous avez des exemples à nous donner concrètement? Par exemple, aujourd'hui, dans le contexte de crise actuelle, on parle beaucoup du transport des vaccins. Là, il y a des choses à faire, des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies? Alors oui, tout à fait. Alors au niveau du vaccin, effectivement, là c'est plus des problèmes de chaîne du froid qui nous posent problème. Et là, nous sommes en train de développer également des plateformes qui permettront de suivre. Principalement, là, nous parlons des pays en voie de développement où les climats sont des fois difficiles, où l'infrastructure logistique est parfois compliquée. Nous travaillons avec plusieurs plateformes qui nous permettent de connecter des renseignements quant à la qualité de la chaîne logistique d'une part et le suivi de la chaîne du froid d'autre part, pour permettre à nouveau là d'utiliser la technologie pour optimiser des mesures que l'on prendrait sur le terrain, qui sont là un peu plus traditionnelles, mais qui sont basées sur des données technologiques. Bref, j'entends bien que la technologie, la data offre la création de nouveaux services pour les clients, pour les acteurs du secteur maritime. Juste, vous avez parlé d'assurance paramétrique. Je connais pas très bien moi personnellement. Peut-être ceux qui nous suivent non plus. Concrètement, est-ce que vous pourriez nous l'expliquer et comment elle est mise en œuvre aujourd'hui? Oui, alors c'est assez simple. Alors, on a déjà parlé des risques pour la supply chain, par exemple dans la phase d'entreposage. C'est en effet une phase dans laquelle les marchandises sont vulnérables aux catastrophes naturelles. Eh bien, l'assurance paramétrique permet de déclencher une indemnisation vers le client assez rapide, parce qu'elle se base sur la survenue d'un indice climatique. Donc on peut par exemple protéger un entrepôt en cas de grêle en fixant un seuil de paiement qui est relié à la taille des grêlons, ou par exemple à l'intensité d'un ouragan ou au niveau d'une inondation. Voilà pour l'assurance paramétrique. Par exemple, l'été dernier, on a réussi à déclencher un paiement en 24 heures pour un client qui avait des entrepôts et une voiture. Immédiate. Réactivité qui est très importante pour la résilience du client. Oui. Voilà. Alors, il y a plein d'innovations. J'ai presque envie. Est-ce qu'il y a d'autres innovations que vous avez moi, j'ai entendu parler il y a des projets d'impression 3D qui pourraient être utiles au secteur maritime. Pascal, est-ce que cette innovation-là peut-elle vraiment apporter quelque chose pour réduire la complexité des chaînes d'approvisionnement ou pas? Oui, là, sur ces évolutions, principalement le 3D, Jérôme, puisque vous l'évoquez, AXA XL, nous sommes assez partisans d'un optimisme prudent, je dirais. Alors, d'une part, on applaudit les efforts qui visent à utiliser de nouvelles technologies innovantes qui vont améliorer sans doute la sécurité, les performances, et aussi réduire les coûts de la logistique, sans parler éventuellement de tous les potentiels bénéfices que l'impression 3D va apporter à l'environnement par rapport aux méthodes traditionnelles. Toutefois, nos préoccupations à propos de ces technologies, elles concernent des problèmes de sécurité, voire de responsabilité aussi, en l'absence encore de normes et de procédures claires et spécifiques. Comme toujours, la technique est beaucoup plus rapide que le droit, que le juridique, et c'est vraiment un domaine où la législation devra s'adapter aux nouvelles pratiques.
Plus concrètement, AXA participe à une initiative du port de Singapour qui regroupe différents acteurs du monde maritime et dont l'objectif est de viser à analyser la faisabilité de produire à bord d'un navire et d'intégrer des pièces de rechange dans ce navire au moyen de technologies 3D. Évidemment, il y a des éléments critiques qui sont concernés pour la sécurité du navire et de son équipage, donc il faut vraiment s'assurer de la certification et de la fiabilité des pièces qui seront réalisées de cette manière. Oui, vraiment, il y a plein de pistes à explorer. Alors, je vois des questions qui arrivent. On y reviendra tout à l'heure en fin de table de ronde. On vient de voir toute une série d'innovations. On nous a parlé de drones, de satellites, d'intelligence artificielle, d'impression 3D. On voit vraiment que la tech et la data peut apporter plein de pistes d'avenir pour la supply chain maritime. Mais je voulais revenir, on l'a évoqué rapidement, mais plus simplement à des choses comme la dématérialisation, la numérisation, des choses simples. Et en citant un rapport récent de la CNUSED qui révèle, je cite, « La pandémie a en outre renforcé les arguments en faveur de la numérisation et de l'élimination de la paperasserie dans le secteur du transport maritime, y compris dans les ports », observe le rapport. L'adoption Le rapport conclut, l'adoption de normes et d'interopérabilité des documentations électroniques deviennent incontournables. Vos expectatives sur cette question, une réaction, c'est vrai que c'est important, Camille? Mais écoutez, Jérôme, c'est vraiment un sujet extrêmement important pour nous et je pense que c'est un véritable challenge pour l'ensemble des acteurs de la supply chain. Malgré des évolutions ces dernières années, le monde maritime reste quand même très archaïque. Et l'absence de dématérialisation va pouvoir nous poser un certain nombre de difficultés. La chaîne documentaire et administrative est extrêmement lourde. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, c'est quand même très compliqué. Cela peut être dommageable à plusieurs égards, notamment que les documents ne puissent pas être reçus en temps réel et de manière sécurisée. Ça va générer des retards, des navires qui restent bloqués au port, des conteneurs qui... C'est quelque chose que vous vivez chez Sugden, c'est une réalité chez nous et un véritable problème, notamment quand on travaille sur des marchandises comme le cacao qui souffrent véritablement des transit time, ne pas pouvoir envoyer ou se faire réceptionner nos marchandises du fait de lenteur dans la chaîne documentaire, c'est un véritable problème et ça va en plus aggraver les avaries, ce qui pose problème. Voilà. Donc il y a énormément de travail à mener. Côté assurance, chez AXA XL, qu'est-ce que vous proposez qu'est-ce que vous pouvez proposer face à ces attentes clients? Alors, je ne vais pas répondre pour AXA XL en tant que tel, c'est plus une réponse, je dirais, de l'industrie de l'assurance. De ce point de vue, je pense qu'on ne peut pas trop se plaindre. On a mis en place depuis déjà un certain moment les émissions de certificats en ligne, par exemple, mais également la signature électronique des polices. Donc, bien entendu, il y a des axes d'amélioration. Je pense aussi qu'il y a des contraintes légales, il y a des contraintes logistiques que nos clients connaissent, qu'on connaît moins, fort heureusement, au niveau de l'assurance sur ces aspects-là. Mais il y a effectivement l'exploration des solutions type blockchain ou smart contract qui viendra un jour s'imbriquer dans toute la ligne logistique avec les assureurs et les assurés. Alors, le temps passe, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Avant de passer à la session de questions-réponses, je voulais faire un petit peu de prospective. Voilà, quel regard sur l'avenir? Là, on a des éléments qui peuvent faire évoluer les choses, mais est-ce qu'on pourrait faire face à une nouvelle crise? Alors, on va commencer par la scientifique. Quelles sont vos projections chez AXA Climate? Je suis climatologue, donc je vais vous parler des projections climatiques. Donc, on sait que la température continue d'augmenter. Et avec cette augmentation des températures, une accélération, une intensification de certains phénomènes. Notamment par exemple la fonte des glaciers et des calottes glaciaires, ainsi que l'augmentation des températures de la mer qui participent tous les deux à l'augmentation du niveau de la mer. Cette augmentation du niveau de la mer peut être problématique notamment pour la supply chain maritime parce qu'elle participe à l'intensification des inondations côtières.
Donc tout cela est imbriqué. La résilience de la supply chain maritime, puisqu'on parle de ça, peut être impactée par tous ces phénomènes-là. L'approvisionnement, par exemple, en matières premières peut être impacté par le changement climatique. Aussi la fragilisation des infrastructures et des ports et les zones de stockage qui peuvent être... Donc vous nous dites attention au climat, il faut bien suivre les informations et collecter de la data. Et nous avons des solutions, du coup, des mesures pour accompagner nos clients face à ça. La première mesure, c'est par exemple de former ces salariés et les entreprises pour qu'ils comprennent mieux ces enjeux en lien avec le changement climatique, pour les mettre en action. La formation, c'est la première étape. Ensuite, il faut aussi identifier et quantifier les risques en 2030, 2050. Par exemple, comment est-ce que mon entrepôt peut être touché? Comment est-ce que la concentration de certains fournisseurs dans des zones à risque peut affecter ma supply chain? Et ensuite, il faut construire une stratégie d'adaptation à long terme pour sécuriser les investisseurs. Alors, en proposant des mesures d'adaptation pour les rendre plus résilients, et puis l'alerte, comme j'expliquais, l'alerte et l'assurance paramétrique. Camille, c'est une question très très personnelle. Je m'en excuse, mais justement cette prise de conscience sur le changement climatique, par exemple, chez Sugden, il y a eu un travail, il y a une réflexion là-dessus. C'est juste en aparté ou pas. Non, c'est une question bien compliquée. C'est pas forcément lié à Sugden. C'est vraiment lié à toute la chaîne d'approvisionnement et tout le transport des matières premières, de la production. Voilà, donc il y a une réflexion, et tout le monde se l'approprie, et d'ailleurs vous nous conseillez, Christelle, de suivre et de lire le prochain rapport du groupe d'experts, c'est ça? Oui, qui va sortir au mois d'avril, au printemps. On saura tout sur l'évolution du climat au printemps prochain. Pascal, quelles sont les mesures que vous pourriez préconiser au risque manager pour améliorer la prévention liée au risque de la supply chain? Alors, en plus des efforts d'identification et de suivi que nous avons déjà évoqués au cours de cette table ronde, je dirais principalement qu'il faut repenser de manière critique les stratégies logistiques qui ont été déployées jusqu'ici. Le monde post-Covid, assurément, il ne sera plus le même. Les réflexions profondes vont devoir s'engager quant à la localisation, notamment des sites de production. Il va falloir étudier les possibilités de redondance, améliorer la planification de crise, et ça passe par une meilleure connaissance des flux entrants et sortants pour chaque entreprise. Donc il va falloir vraiment revoir la répartition géographique des provenances, penser à raccourcir les distances par rapport aux consommateurs, tout en veillant à rester réactifs à leur manière de consommer. Les assureurs, dans ce contexte, peuvent fournir un soutien non négligeable dans ces efforts. D'accord. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait dire rapidement, parce qu'on n'a qu'une heure devant nous sur la question de la data et de la technologie au service de la supply chain. Peut-être, Frédéric, un petit mot de fin avant de passer... Alors oui, très rapidement, moi ce que je retiens, c'est qu'on a une très forte interaction de plus en plus avec ces nouvelles technologies, que ce soit de façon externe, chez AXA XL, avec nos courtiers, avec nos clients, mais on se rend compte aussi de façon interne, avec nos interactions, notamment, je pense, très importantes entre la ligne transport, les risques consultants et maintenant AXA Climate. Et je pense qu'il y a comme le disait Christelle, il y a cette nécessité de formation pour essayer de construire dans le futur ce que je pourrais appeler du souscripteur 2.0. Merci. Alors, je vais passer à vos questions. Alors, tout d'abord, c'est des questions sur Parsil. Bonjour et merci pour ce webinaire. Pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser le nom de la solution évoquée, Parsil? On veut en savoir plus sur Parsil. Pascal, oui. Tu es avec nous? Alors, effectivement, Parsil, c'est le nom d'une entreprise, c'est pas vraiment un projet en tant que tel, donc c'est un partenaire avec lequel nous travaillons, pas de manière exclusive, mais c'est un de nos partenaires habituels, qui est donc une entreprise aux États-Unis qui s'occupe de la collecte de données d'information et qui propose aussi des capteurs, des senseurs de traçage. Et outre le pilote Sugden, est-ce que d'autres pilotes sont en cours ou ont été envisagés?
Alors oui, donc pour revenir à fermer la parenthèse Parcil, donc Parcil est très très impliqué aussi au niveau de la distribution des vaccins avec lesquels nous collaborons, donc dans l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF pour distribuer le vaccin Covid dans les pays du tiers-monde. Donc là, il y a un partenariat en place avec eux. Nous avons nous-mêmes aussi plusieurs autres partenariats, pour citer ConeGuard, qui est aussi un projet propre à AXA XL de traçage. En fait, il y a pas vraiment de solution type. Je dirais que toutes ces solutions sont paramétrées en fonction des besoins. Je pense que c'est important, que la technologie est importante, mais elle ne va jamais suppléer non plus les mesures traditionnelles. Donc, je pense qu'il est important de choisir les fournisseurs, le type de capteurs, les technologies qui sont vraiment adaptées à chaque cas d'espèce. Moi, j'avais une question pour vous, Christelle, c'est dans toutes ces innovations, est-ce qu'il y en a qui peuvent vraiment atténuer le risque de business interruption? Oui, alors business interruption, donc avec l'assurance paramétrique, on peut assurer des interruptions de business sans dommage, en liant à des indices climatiques ces interruptions de business. Donc ça, c'est une première solution. Il y a aussi, comme j'expliquais, l'alerte et la mise en place de plans de continuité d'activité qui permettent aussi de continuer son activité, comme son nom l'indique, en cas de catastrophe naturelle. J'ai un petit souci avec mon ordinateur. J'ai pas encore toutes les questions qui sont apparues. Sinon, pour vous, en tant qu'AXA XL, toutes ces innovations, vous les suivez de près. C'est quelque chose qui est intéressant pour vous. Vous êtes des passionnés maintenant de la data et des nouvelles technologies, Frédéric. Alors passionné, oui, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a quand même toujours un signal. Alors c'est un signal faible. Mais il y a toujours un signal que l'on doit suivre en tant qu'assureur sur ces nouvelles technologies pour être en capacité, effectivement, de nous adapter aux besoins de nos clients et aux besoins du marché. Après, il est vrai qu'il y a eu une multitude ces dernières années de solutions technologiques qui nous ont été proposées. Donc, on reçoit tous ces acteurs, on essaye de travailler en collaboration avec ces derniers. Et puis, bien entendu, grâce notamment aux interventions de Pascal et de ses équipes, on sélectionne des projets, on sélectionne des besoins, des points de vue, et on essaie de s'adapter. Mais bien entendu, effectivement, ça devient quelque chose d'important que l'on doit suivre au fil de l'eau. Alors là, on a découvert des solutions qui ont été révélées, notamment avec cette pandémie de la Covid-19. Est-ce qu'on est prêt pour une nouvelle crise? Qui a envie de répondre à ce que vous pensez complètement? Pascal? On est mieux préparé probablement. Il faut dire qu'avant la crise, en fait, si on parlait avec des risk managers dans le monde entier, dans différentes industries, une pandémie ne faisait jamais partie des 10 risques les plus craints pour ces entreprises. Je pense que là maintenant, le classement, il a certainement changé depuis. Donc c'est vrai qu'on a une prise de conscience plus grande que quelque chose comme ça peut arriver, qu'un risque systématique majeur puisse arriver. Et je pense, comme je l'ai dit avant, si on repense un peu la chaîne logistique, on peut mieux se préparer. On ne peut pas l'éviter, mais on peut en atténuer les conséquences et être nettement mieux préparé avec un alliage de technologie, de planification et de gestion des risques traditionnels. Ça, je suis convaincu. Frédéric? Ouais, je vais juste rajouter un petit point. Je pense qu'effectivement, la pandémie que l'on a connue, personne ne pouvait véritablement, en peser les conséquences. En revanche, je pense que oui, on est certainement mieux préparé. Après, nous, acteurs, AXA XL, l'industrie de l'assurance, on essaye d'être résilients. Mais il est une chose, je pense, c'est qu'une crise en balaye une autre. Et on a aussi connu des mouvements, notamment des mouvements géopolitiques. Aujourd'hui, on a la pandémie. Et je pense que demain, de toute façon, on devra s'adapter face à de nouvelles situations de crise. Camille, Christelle, une réaction? Non. Quelles sont les projections pour les prochaines années? On a entendu les vôtres. Vous vouliez rajouter quelque chose? C'est une question qui vient d'arriver. Alors c'est peut-être au niveau du métier. Voilà, c'est ça. Je dirais au niveau du métier. Alors là, effectivement, on est un petit peu concentré et focalisé sur les nouvelles technologies. Après, sur la ligne de business des marchandises transportées en tant qu'assureur, je pense que le futur, on l'a vu, il y a une certaine concentration des forces, puisque, comme je le rappelais lors de cette table ronde, les assureurs à marchandises transportées connaissent quand même encore des difficultés de résultats. Ces difficultés de résultats, elles sont liées notamment à ce que soulignait Christelle, c'est l'amplification de ces sinistres de catastrophes naturelles qui nous touchent de plus en plus. On en a l'illustration même dans la sinistralité de nos assurés, et notamment les acteurs comme Camille, des acteurs des soft commodities, qui sont des acteurs majeurs, notamment sur, je dirais,
l'amplitude géographique de leur champ d'intervention qui fait que nous, en tant qu'assureurs, on doit être là durablement pour les accompagner. Donc j'aurais tendance à dire, on a besoin de nos clients pour qu'ils nous supportent afin que nous-mêmes, nous puissions apporter le support durable que nous devons à nos clients et nous assurer sur l'assurance des marchandises. Là, il y a une autre question qui vient d'arriver. N'avez-vous pas noté moins de sinistres sur la partie terrestre de la chaîne d'approvisionnement? Je vais répondre. Je vois Pascal acquiescer. Donc, vous voulez répondre? Oui, enfin, on n'a pas forcément constaté une augmentation énorme des sinistres en raison du Covid. C'était plus des dommages indirects, en fait, des problèmes d'approvisionnement. Donc, il y a eu effectivement pour des dommages à des marchandises périssables, des situations un peu pénibles pour certains clients. Mais je pense que le problème était surtout dans la résilience de la chaîne et dans le fait de ne pas pouvoir répondre en temps et en heure voulu aux demandes des clients. Oui, Frédéric. Oui, moi, sur cet aspect sinistralité, comme je l'avais souligné, il y a effectivement, comme le chiffre d'affaires des entreprises a baissé mécaniquement face à cette crise, parce qu'il y a eu moins de ventes, moins d'échanges internationaux, on a vu un petit peu baisser aussi la sinistralité. Mais comme je le disais, pas de manière significative. En revanche, je pense que ça a créé aussi une augmentation des stocks dans des endroits précis qui font porter, pour le coup, sur les assureurs, une augmentation des risques. Donc on peut présager qu'il faut faire attention sur cet aspect-là. Faire attention sur tout ce qui est stockage. Exactement. Alors, il y a une autre question. Quels autres triggers que des indices climatiques pourraient être utilisés dans le cadre de couverture paramétrique dédiée à la supply chain maritime? Belle question. Très bonne question. Pascal, Christelle. Typiquement, la chaîne du froid, dans le cadre de la chaîne du froid, on le voit dans le domaine pharmaceutique. Bon, là, on a des indicateurs très précis. Il y a eu des projets aussi par le passé au niveau de produits consommables tels que le vin, où on sait très bien qu'à partir d'une exposition à une certaine température pendant une certaine durée, il y aura une altération de la qualité du produit. Donc là, il y a toute une série quand même de marchandises où je pense on peut travailler sur des futures solutions paramétriques. Voilà, donc on peut appliquer l'assurance paramétrique un petit peu de manière différente, mais c'est tout un travail autour de l'intelligence artificielle, des paramètres, le travail d'ingénieur. En tout cas, voilà, je pense qu'on est arrivé au bout de cette table ronde. S'il y a d'autres questions, je vais les prendre. Je n'en vois pas, en tout cas. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette table ronde. Merci à vous. Merci Jérôme. Merci à vous. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur la landing page de cette table ronde. Nos invités y répondront après et plus en direct. Merci Frédéric, merci Camille, merci Christelle, merci Pascal. Merci également à vous, à tous ceux qui nous ont suivis. Vous étiez nombreux. Merci pour vos questions. Sachez que le lien pour le replay de ce webinaire vous sera envoyé. Et bien sûr, toute l'équipe d'AXA XL vous donne rendez-vous pour une prochaine table ronde. Au revoir.